Je m'appelle Paul Arthur Luzu, je suis un ancien avocat. J'étais associé de l'un des derniers cabinets d'avocats internationaux en Iran, où je me suis spécialisé sur les sanctions économiques. Je travaille désormais comme consultant pour des entreprises qui travaillent sur des marchés difficiles et veulent des solutions de paiement en toute conformité. Je m'appelle Astrid Viau, je suis docteur en sciences politiques spécialisée sur les régimes de sanctions économiques onusiennes, américaines et européennes. Je suis également consultante dans les départements de conformité aussi bien d'établissements bancaires que d'organismes en assurance, où je mets en pratique mon expertise technique et réglementaire. Nous appliquons nos connaissances dans le cadre de missions d'audit, de formation et de conseil en entreprise, notamment pour des banques et des assureurs. L'idée de ce livre nous est venue du constat du décalage entre la connaissance, voire la méconnaissance de l'outil des cryptoactifs, notamment pour les questions de sanctions et de conformité, par rapport à son usage et potentiel réel pour les entreprises, notamment à l'international. Et nous analysons également les retombées des sanctions américaines sur les entreprises européennes, alors que l'arrivée des crypto-monnaies étatiques affaiblit justement le dollar. Et nous proposons donc un regard qui se situe à la croisée de l'économie, du droit et de la politique afin d'y apporter une dimension professionnelle qui soit pratique. Alors cet ouvrage est à la fois destiné aux professionnels et au grand public, c'est-à-dire que par son aspect technique et pratique, il s'adresse aux praticiens des sanctions économiques qui opèrent aussi bien en cabinet de conseil, en cabinet d'avocat, en entreprise ou en banque. Et puis cet ouvrage offre également une clarification des concepts à ceux qui, dans le grand public, voudraient avoir une vision globale des sanctions, de la dédollarisation et des crypto-monnaies. Et donc, l'actualité du sujet et l'intérêt que porte le public justement à ces thématiques-là, et puis effectivement aussi à l'évolution des crypto-monnaies, permet de toucher un public plus large qui recherche un ouvrage introductif au sujet et puis qui présente finalement les définitions, les enjeux et les thématiques de manière voilà, claire, pratique, mais également documentée. Et donc, pour préparer et rédiger cet ouvrage, nous avons passé près d'un an, dont une grande partie consacrée donc à la recherche, à la réalisation de multiples entretiens avec des compliance officers, des universitaires, des avocats, des institutionnels de différents pays, des banquiers ou alors des financiers de grands groupes internationaux. Je pense plus particulièrement à deux cas qui illustrent bien la relation pratique entre conformité et crypto-monnaie. Je me souviens d'une entreprise européenne de taille intermédiaire qui travaillait légalement avec un pays sous sanction, c'est-à-dire dans un secteur autorisé et après avoir procédé à toutes les vérifications de conformité requises. Malgré cela, les banques refusaient de procéder aux transactions nécessaires par surconformité en raison de la terreur qu'inspirent les amendes américaines ou alors à des conditions qui ruinaient toute la viabilité économique de l'opération. Ils ont pu, avec un choix judicieux de cryptoactifs, se faire payer légalement dans un délai très bref et avec des frais symboliques. J'insiste sur ce dernier point. Un tel processus ne dispense pas des vérifications de conformité, mais permet d'éviter la surconformité, donc les frais, le temps et l'énergie y afférents. Il ne faut cependant pas imaginer que ces paiements se limitent aux cas de sanctions. Je pense cette fois à une PME européenne qui importait des fèves de cacao de Côte d'Ivoire. Aucune restriction liée aux sanctions économiques ici, mais des frais bancaires exorbitants liés à la banque locale et des demandes documentaires importantes, des délais à rallonge. Là encore, le bon choix de cryptoactifs permet à la fois d'éviter le risque de change et de volatilité, mais surtout de payer très rapidement et à peu de frais pour pouvoir enfin recevoir la matière première dans de bonnes conditions. À nouveau, il ne s'agit pas d'éviter les demandes de conformité, mais de les appliquer efficacement aux cryptoactifs. Les cryptos ne sont plus une curiosité pour geeks ou spéculateurs, mais bel et bien un outil professionnel pour les entreprises à l'international. Nous l'avons construit sur le fil rouge suivant. Comment mettre en lumière une évolution majeure qui est sous-évaluée? Pour ce faire, nous faisons trois constats. Le premier, c'est que les sanctions extraterritoriales américaines sont au paroxysme de leur impact. On voit que jamais la masse des entités sous sanctions secondaires américaines n'a été aussi large, ni l'extraterritorialité aussi forte. Et puis, on peut voir que le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien qui maintient les entreprises européennes dans le champ commercial quand même assez exclusif américain en témoigne.
On voit également que malgré les efforts de l'Union européenne avec des instruments juridiques dédiés, comme Instex justement, on voit que voilà, les entreprises européennes cèdent la place à leurs concurrents asiatiques. En revanche, l'impact général des sanctions se réduit face aux initiatives russes ou chinoises, ce qui montre justement les limites des sanctions secondaires. Le deuxième constat porte sur l'apparition de crypto-monnaies dont se saisissent les banques centrales et qui justement modifient les règles du jeu. Et ce constat nous permet d'observer que justement celle-ci constitue l'aboutissement d'un lent effritement de l'efficacité des sanctions américaines en raison de sa dimension justement systémique. La Chine, à la suite de la Russie, est désormais un acteur actif des sanctions économiques et surtout viable grâce à son poids économique. L'apparition de crypto-monnaies étatiques vient alors justement accélérer la dédollarisation de l'économie et permet la connexion stable de la masse sanctionnée avec l'économie mondiale. Et donc, un système financier alternatif sécurisé devient crédible en ce moment. Le troisième constat, qui veut que les différents acteurs économiques et politiques soient désormais obligés d'anticiper et de s'adapter, nous fait prendre conscience que les États-Unis ont tardivement pris la mesure finalement de la situation et font face à un dilemme qu'ils imposent aux tiers européens. Et ceux-ci doivent dorénavant finalement tenir compte d'injonctions complètement contradictoires alors qu'ils sont une variable d'ajustement dans la stratégie chinoise. Donc les acteurs privés doivent garder en tête maintenant plusieurs critères pour adapter leur programme de conformité en fonction du niveau de risque qui sera accepté justement, un risk appetite, tandis que les institutions, notamment financières, devront évoluer rapidement pour maintenir leur rang et survivre finalement. Donc l'ouvrage ouvre sur des sujets plus larges qui sont soulevés par le bouleversement provoqué par les crypto-monnaies pour les sanctions. Et il brosse l'enjeu pour le monde de la finance, finalement avec le modèle des banques économiques et le respect de la conformité, et pour le monde de la géopolitique en parlant de la place de l'Union européenne qui oscille entre coopération et confrontation avec la Chine. Les crypto-monnaies ne sont ni un concept de geek, ni un actif pour spéculateurs, et encore moins un moyen de financer ou de blanchir des activités illicites. Au contraire, vous trouvez les crypto-monnaies dans le portefeuille des plus grandes banques ou gestionnaires d'actifs, et celles-ci sont désormais accessibles aussi facilement que la monnaie fiat, même avec une carte bancaire. Les crypto-monnaies ne représentent que 4% des sommes blanchies en Europe, d'après Europol. Non seulement c'est infime, mais finalement c'est assez logique, puisque lorsqu'elles sont bien maîtrisées, elles offrent une traçabilité remarquable au service de la conformité. Il y a actuellement dans le monde 4 MNBC, c'est-à-dire monnaies numériques de banque centrale, qui sont actives. On a 15 projets pilotes, 26 en développement et 46 à l'état de recherche. Et ces chiffres recoupent des situations qui sont très variées et il y a peu en commun, si ce n'est la technologie blockchain qui est sous-jacente, entre finalement la MNBC des Bahamas, qui est destinée à ouvrir un meilleur accès au réseau bancaire, aux habitants d'îles qui sont isolés, et la future, par exemple, MNBC chinoise, qui va projeter la monnaie chinoise comme instrument financier international alternatif au dollar américain. Le sujet des MNBC est très concret, et vous seriez surpris de savoir son potentiel dans votre vie, comme individu ou comme institution publique ou comme entreprise privée. La technologie sous-jacente, la blockchain, est désormais largement répandue et avec elle, les cryptoactifs indépendants que vous pouvez voir jusque sur une carte bancaire, comme tout autre actif. L'enjeu majeur, c'est la révolution dans le monde de la finance et tout particulièrement des banques qui cherchent à s'approprier cet outil pour préserver leur activité. Sans doute aura-t-on des conseils ou des points d'attention différents en raison de notre expérience propre. Mais j'imagine qu'on se retrouvera sur l'importance grandissante de la conformité et donc l'importance de ne pas commettre l'erreur de sous-estimer les programmes de conformité adaptés. Cela dit, j'ajouterais que la première erreur est de ne pas avoir un programme de conformité tangible. La seconde est de penser que les sanctions et les cryptoactifs ne concernent que les fintechs ou ne concernent que les entreprises qui travaillent avec ces pays difficiles. Toutes sont concernées, car si ce n'est pas vous directement, cela peut être votre partenaire, par exemple. Enfin, une dernière erreur serait d'avoir une approche purement défensive. La conformité et les cryptoactifs peuvent vous donner un avantage compétitif réel si vous vous en donnez les moyens. Faites-vous accompagner pour au moins auditer votre situation et
si besoin, l'adapter, voire susciter de nouvelles opportunités d'affaires. Il ne faut pas considérer du point de vue de la conformité les crypto-monnaies comme un moyen de contournement des sanctions pour commercer avec des pays sous sanctions, justement, aussi bien américaines qu'européennes, et donc tomber dans l'illégalité la plus totale. On a des crypto-monnaies indépendantes qui peuvent être considérées par les entreprises comme étant une solution alternative à la difficulté qui est posée par la surconformité des banques qui préfèrent refuser d'opérer par précaution des transactions pourtant autorisées face à la complexité du nexus américain et la conflictualité potentielle des régimes de sanctions européens et outre-Atlantique. Et donc, désormais, une entreprise peut par exemple acheter des crypto-monnaies dites stablecoins, par exemple émises par une société qui stocke X grammes d'or ou X dollars par crypto-monnaie pour éviter la volatilité et les envoyer aux destinataires sans passer par une banque. Donc, si les questions de conformité demeurent dans le cadre de la finance décentralisée, la surconformité des banques, en revanche, disparaît. Et on voit que le coût initial de ces vérifications-là est alors amorti par les économies de frais bancaires. Et donc, les transactions deviennent quasi instantanées, alors que plusieurs semaines seraient nécessaires avec une des rares banques qui accepterait de procéder à la transaction. Donc, finalement, on voit que l'erreur à ne pas faire, c'est que finalement, le recours aux crypto-monnaies offre un accès à de nouveaux marchés qui sont prometteurs, mais dans la légalité. On observe une méconnaissance de la part des opérateurs économiques européens vis-à-vis du périmètre d'application de l'extraterritorialité, aussi bien des sanctions primaires que des sanctions secondaires américaines, et une méconnaissance également vis-à-vis du fonctionnement administratif des différents bureaux américains qui sont en charge de percevoir les frais d'amende qui sont imposés aux acteurs européens pour manquement face, je sais pas, vis-à-vis d'un régime de sanctions américain. Et on observe justement le développement d'une surconformité bancaire toujours plus accrue afin de se mettre en conformité outre-Atlantique avec les États-Unis au mépris, bien souvent, d'une conformité avec le règlement de blocage européen. Alors, règlement de blocage européen qui certes ne propose pas tellement de mesures concrètes de défense des entreprises européennes vis-à-vis de l'OFAC américain. Et puis, face à cette stratégie d'étau américain par la traçabilité des sanctions via le SWIFT, finalement, on observe l'essor du recours aux cryptoactifs indépendants par les entreprises européennes de petite taille ou de taille intermédiaire à forte exposition internationale. Alors les avis sont quand même extrêmement partagés vis-à-vis du recours aux crypto-monnaies. Certains considèrent qu'il faut vraiment avoir une réglementation européenne comme celle qu'on va voir arriver avec MiCA. Qui devra absolument réguler au plus près finalement le recours aux crypto-monnaies pour éviter tout contournement des sanctions économiques. Et puis de l'autre côté, on a d'autres sensibilités aussi bien financières que politiques et technologiques avec des acteurs qui souhaiteraient vraiment pouvoir recourir aux crypto-monnaies comme moyen de gagner du temps et de l'argent dans leurs transactions sans tomber en fait sous le joug d'une surconformité bancaire qui se veut de temps en temps trop prudente par méconnaissance des règles américaines pour opérer des transactions et donc avec finalement une perte de portefeuille, une perte de débouchés commerciaux. Alors, ce qui a changé le métier de compliance officers, c'est la complexification de l'extraterritorialité américaine et l'ingérence qu'elle permet dans les transactions opérées en Europe. Mais ce qui a également changé, c'est le rapport entre les crypto-monnaies et les retombées de l'extraterritorialité américaine sur les entreprises européennes, parce que justement, ces crypto-monnaies redistribuent les cartes de la finance et requièrent de l'adaptation de la part des acteurs européens pour éviter toute élimination du jeu qui est en cours. Je dirais que l'apport principal de notre livre réside dans le rapport que nous établissons entre l'affaiblissement des sanctions américaines par la dédollarisation permise par l'ascension en dents de scie des crypto-monnaies à l'ère de la finance décentralisée. Et donc ce rapport est expliqué au lecteur d'un point de vue conceptuel, c'est-à-dire que les enjeux qui sont sous-jacents à ces concepts sont expliqués pour poser un cadre de compréhension de ces phénomènes techniques et surtout très complexes. Et donc, la corrélation entre sanctions et crypto-monnaies est ensuite traduite de manière opérationnelle pour les praticiens, afin qu'ils comprennent les opportunités d'affaires qui s'offrent à eux, qu'ils ont à en tirer, et les adaptations surtout qui se doivent de mettre en place pour les saisir.